Hello, hello Sophie, bonjour tout le monde. Ah, elle est là. Je vais pouvoir. Coucou! Coucou, comment tu vas? Je vais mettre, alors, je n'ai peur et maternité. Je vais juste mettre le titre, euh, comme ça. Hop, ce sera plus facile pour celles qui vont nous rejoindre. Alors, il faut que je retrouve juste le commentaire. Alors, tac, là, comme ça, je vais les taguer. Comment tu vas, Ophélie? Mais bien, merci. Toi aussi? Ça va? Oui, ça va. Je suis contente de t'avoir là. C'est trop génial, tout ce que tu fais. Enfin, Merci. et alors, on va se présenter les unes chacune. On va attendre un tout petit peu que les personnes arrivent et puis on va pouvoir se présenter. Et souvent, je propose enfin, une citation que le Ouais. parcours de la personne me fait. Enfin, je regarde un petit peu le parcours des personnes qui sont souvent en live et ensuite je propose une citation enfin, que vous m'inspirez. Donc, j'ai trouvé une citation que tout ce que tu faisais justement m'inspirait, donc je vais te la proposer. Et puis, comme ça, nous allons pouvoir continuer. Est-ce que tu voyages du coup demain ou pas? Tu sais pas? Demain? Tu sais, oui, c'était demain, non? Tu devais partir, je sais plus où. Oui, alors en fait, pour ceux qui sont là, je devais faire un accompagnement en Californie, un accompagnement de doula. Et malheureusement, à cause du Covid, donc c'est ça, je l'ai su là il y a peu de temps, ça s'est annulé. Alors ça a été un Oh petit deuil à faire. Ouais, vraiment. non, Mais, euh, ah, c'est mais voilà, maintenant c'est accepté, mais c'était pas évident. C'est vrai, le Covid pour nous a impacté beaucoup de choses, pas forcément positivement, mais vraiment beaucoup d'impact. Plus ça aussi. ah Mais ouais, bon, ouais. Hmm. ah, c'est pas évident. Donc ouais, tu sais même pas si ça va être reporté finalement. C'est pas reporté puisque ma cliente enfante à la fin du mois, donc c'est sûr ce sera pas reporté. Ah, ah Ouais. mince, Ça, ouais. Oh, pour qu'elle ait pu s'organiser sur place, peut-être prendre une doula sur place. Voilà, oui. c'est Ah, donc voilà. Ouais. Mais merci de grosse pensée demander. pour elle. Bah oui, parce que je sais que ça te tenait à cœur, donc je me dis mince, bon. On croise les doigts pour la Hmm. prochaine, pour ton prochain séjour. Alors, Carrément. la petite citation que je vais te proposer, c'est chaque voyage est le rêve d'une nouvelle naissance. Donc, c'est Jean Royer qui a écrit cette citation et je ne sais pas si elle t'interpelle ou pas par rapport à tout ce que tu fais pour que tu puisses justement te présenter autour de ça. Hmm. Tu peux me répéter la citation? Ouais, je te la répète. Chaque voyage est le rêve d'une nouvelle naissance. Chaque voyage est Waouh, le rêve d'une nouvelle naissance. magnifique. Ça me touche beaucoup. C'est ta petite citation. Merci. Alors, je suis Ophélie, je suis doula et praticienne en hypnonaissance et j'ai décidé d'être doula justement lors d'un voyage en Asie pendant 6 mois D'accord. où à l'époque j'étais masseuse. J'ai été masseuse pendant 5 ans et quand je me présentais aux gens, je disais voilà, je suis masseuse. Au bout de 3 mois, je dis à mon chéri, à Thomas, je sens que c'est plus très juste pour moi de dire que je suis masseuse. Il y a un truc, ça vibre plus. Et en fait, c'est pendant tout ce voyage-là que j'ai commencé. On avait une Kindle, donc j'ai commencé à acheter beaucoup de livres autour de la maternité, à énormément me renseigner. Et quand je suis rentrée en France, j'ai découvert dans un premier temps hypnonaissance et après Mhm. doula. Moi, ça a vraiment été une révélation, genre en mode, ok, c'est ça que je veux faire, oh my god. Et donc ça, tu as commencé ça quand, en fait, de ton parcours d'hypnonaissance, donc tu es parti faire tes massages, tu es revenu en France, et ça s'est tout s'égoupillé entre Doula et comment ça s'est encastré tout ça? Alors, ça fait 3 ans maintenant à peu près que je fais ça. Donc, j'ai commencé d'abord avec hypnonaissance. Et ça a été hyper fluide en fait parce que j'avais déjà l'habitude d'être au contact de femmes enceintes, beaucoup avec les massages, puisque voilà, pendant 5 ans, j'ai beaucoup massé. Donc j'avais déjà cette habitude de relationnel. Donc ça s'est fait vraiment tout en douceur.
puis voilà, on a écrit notre livre Naissance merveilleuse en même temps. Donc j'avais aussi ce lien constant avec des femmes enceintes ou en tout cas en postnatal qui racontaient leur récit. Donc ça a été vraiment tout en douceur. C'est chouette. D'accord. Et donc, c'est quoi l'hypnonaissance? C'est quoi pour celles qui voudraient revoir, qui nous suivent et qui voudraient revoir la vidéo? C'est quoi exactement? Alors, hypnonaissance, c'est vraiment, pour moi, je considère, contrairement à doula, pour moi, je considère vraiment que c'est une technique pour enfanter avec un minimum d'inconfort, qui part du principe que le corps a tout ce qu'il faut en lui pour enfanter son bébé et qu'il n'y a pas de raison d'arriver dans des états de souffrance comme des fois on peut entendre. Vraiment, je parle vraiment de souffrance, là, pas de douleur, mais de souffrance assez aiguë. Et voilà, c'est tout un déconditionnement aussi de la femme. Pourquoi aujourd'hui la femme, quand elle enfante, elle a mal? Pourquoi elle a peur? Pourquoi l'utérus ne fonctionne pas comme il devrait, entre guillemets? J'aime beaucoup hypnonaissance, ça m'a beaucoup apporté. D'accord. Ah, bah, c'est super. On va pouvoir justement aborder ça là avec cette notion de peur pendant justement la grossesse, la naissance, le postpartum. Euh, donc voilà. Donc là, tu accompagnes les femmes, tu te déplaces, tu es dans quelle région? Ça, c'est pour qu'on puisse un peu te situer. Moi, je suis vers Brive-la-Gaillarde, donc c'est dans le Lot, la Corrèze et la Dordogne. Je fais ces trois départements et du coup, ben, je me déplace. Je devais aller à Londres pendant le Covid, je devais aller en Californie. Voilà, j'ai eu des impératifs. Mais du coup, je voyage. Ouais, tu voyages pas mal, d'accord. Et donc, ton chéri, en fait, il te suit, Thomas, il te suit dans l'aventure à chaque fois ou tu pars toute seule faire ça? Non, quand je pars comme ça en voyage, quand je pars en voyage, je pars toute seule. Ouais, Oh, parce que ça, ben j'adore. oui. Ah, C'est que j'ai la possibilité pour le moment de le faire, euh, la possibilité de temps, puisque j'accompagne des femmes enceintes, mais je ne suis moi-même pas encore maman. En tout cas, je le ouais, suis pas. J'ai eu tout un parcours à travers la maternité, mais ça m'offre aussi cette possibilité-là. Et d'accord. la femme que je devais accompagner aux États-Unis, c'était vraiment, elle avait beaucoup de demandes parce qu'elle voulait vraiment une doula française, mais elle disait voilà, il faut aussi être réaliste qu'une femme qui a des enfants, ça va pas être possible. Et donc c'est vrai aussi, c'est parce que mon organisation personnelle me le permet. Oui, tout à fait. Mais j'adore. D'accord. Alors, je vais me présenter rapidement et puis on va pouvoir poursuivre. Moi, je suis sage-femme et je suis aussi passionnée, comme toi, de médecine alternative. Donc, je pratique beaucoup tout ce qui est autour du yoga, yoga thérapie, yoga de la femme, pour la fertilité, pour les douleurs. Et tout ce qui est acupuncture, EFT, c'est aussi vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien dès que je dois accompagner les mamans, que ce soit avec des cours ou pour des séances en ligne. Et puis, je suis aussi passionnée par l'alimentation. On sait que maintenant que ça joue beaucoup sur tout ce qui est notre façon de réfléchir, notre cognition, nos émotions. Donc, tout ce qui est alimentation et micronutrition, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et la Californie, c'est aussi un endroit que j'aimerais aller découvrir. J'ai trop hâte. Je sais qu'il y a un gros socle là-bas de yogis, de personnes passionnées, mais aussi de Français. Donc, quand tu m'as dit ça, j'ai dit bah, vivement, un jour, j'y serai aussi pour une nuit d'au moins un mois. Alors, c'est quoi pour toi la peur? Si tu devais parler de la peur, ça représente quoi pour toi? Déjà en tant que femme, avant d'être, enfin, tu vois, avant de faire tout ce que tu fais, avant d'être doula, de travailler avec les mamans, d'être masseuse, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, je sais pas si mon avis est biaisé ou pas, même si je prends pas en tant que doula. Je sais pas si c'est biaisé parce qu'aujourd'hui, je dirais que pour moi, la peur, c'est une émotion à écouter qui est précieuse et qui a vraiment du sens d'être là. Mais je sais pas si je pense ça depuis que je suis doula Ouais. ou si avant, je pensais ça. J'arrive pas à savoir. Ouais. C'est pour ça que je te demandais de voir un petit peu, parce qu'on parlait justement quand on échangeait pour trouver le titre du live, qu'en fait, finalement, on a nos propres peurs et que ça va aussi interagir avec l'accompagnement qu'on peut avoir et que finalement, on évolue avec la compréhension de ce que la peur a à nous dire et comment est-ce qu'on veut l'accompagner lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je te disais. Et donc, en tant que doula, et donc aujourd'hui, en tant que doula, avec tout ce que tu pratiques, si tu devais justement
par rapport aux gens que tu vois, aux femmes que tu accompagnes, est-ce que cette notion de peur, elle a été colorée autrement ou est-ce que c'est vraiment ce que tu viens de nous dire, que la peur pour toi, c'est quelque chose qui a écouté? Oui, je pense qu'elle a été colorée autrement parce qu'il y a vraiment, pour moi, justement, une peur, beaucoup à travers justement la peur d'enfanter, la peur de la douleur, et pour moi, elle est vraiment colorée sociétalement, en fait. Il y a vraiment la société qui induit cette peur. Ouais, vraiment. Donc, c'est encore deux paliers différents et que elle est juste cette peur, elle a sa place, elle a être là. Mais je pense que si les femmes n'avaient pas entendu et vu et lu tout ce qu'il y a dans les médias, toutes ces choses-là c'est clair, ça fait flipper quand tu vois dans les films où Ouais. les mamans, elles sont c'est ok de hurler hein, pendant qu'on enfante, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, ça peut réveiller des trucs et se dire, mais mon Dieu, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc ouais, ça a quand même été une autre approche de la peur. Ouais. Aujourd'hui, que j'accompagne du coup avec ces femmes-là à déconstruire toutes les idées reçues autour de l'enfantement et Mm. oui, Mm. c'est quoi pour Donc, toi l'idée bah, pour moi, bah, je pense que comme toi, ça a été aussi très coloré avec mon évolution parce que je pense que moi, la peur, en tant que si je suis pas sage-femme ou tout ça, c'était beaucoup lié aussi aux croyances. J'avoue que je me disais, je pensais ne pas pouvoir, donc j'avais peur. Et je pensais ne pas pouvoir être à ma place, donc j'avais peur. Et je pense que là aujourd'hui, ça a changé. Je l'ai coloré autrement avec les accompagnements, mais si je devais faire je dirais que oui, avant, c'était très lié aux croyances et donc les croyances colorées avec ce que tu dis, ce que la société ça nous inculque aussi. Et ça avait beaucoup biaisé ça. Et aujourd'hui, dans les accompagnements, je pense que oui, je dirais vers quelque chose comme toi, de dire que finalement, il y a beaucoup d'idées reçues dans les lectures qui poussent la femme à s'approprier quelque chose qui n'est pas peut-être lié, enfin, en résonance avec elle. Je pense que je dirais ça aujourd'hui, en fait. Euh, alors, alors, la peur est définie comme une émotion qui permet c'est une prise de conscience, c'est une émotion de prise de conscience qu'il y a un danger ou une menace qui va se produire. Donc ça, c'est la définition qu'on donne globalement. Euh, je ne sais pas si, enfin, dans cette définition, il y a vraiment l'idée de dire que finalement, c'est une impression, la peur. Pour les personnes, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que les personnes en fait qui ont peur, souvent il y a une impression avec un réel ou pas de danger. Et je trouve que ça peut peut-être expliquer les comportements que peuvent avoir certaines mamans de se dire, mais j'ai lu que peut-être que ça pouvait arriver. Tu sais, comme tu disais avec les lectures et tout ça. Une Est-ce que toi, dans anticipation, les femmes, vas-y, comment? une anticipation à la douleur ou à peur de pas bien faire, ou toutes ces choses-là. C'est ça, en fait, ils expliquent ça aussi en disant exactement ça, c'est lié beaucoup à l'anticipation. Donc, si on a déjà, par exemple, une femme qui a une personnalité anxieuse, donc soit on parle de personnalité A, elle va beaucoup aller chercher à anticiper ses peurs. Est-ce que toi, dans les femmes que tu accompagnes, tu arrives à voir un petit peu ou à prendre du recul par rapport à l'histoire de ces femmes? Euh, Prendre du recul, comment ça? Est-ce que tu arrives à te dire, est-ce que cette femme, elle a un profil anxieux? Est-ce que enfin, comment est-ce que tu abordes la peur avec tes femmes? Est-ce que c'est par rapport à un profil ou c'est par rapport à ce qu'elles vont te dire? Tu vois, si elles te disent, enfin, je sais pas, moi j'ai peur de la péridurale. Comment est-ce que tu abordes en général la peur avec tes femmes que tu accompagnes? D'accord. Merci d'avoir reformulé. Non, du coup, il n'y a pas à moi comment je travaille en tant que doula, vu que j'ai pas du tout fait des études de médecine ou quoi que ce soit, j'ai pas cette regard de profil, tu vois, je sais, c'est vrai qu'en étudiant en médecine, ça doit être passionnant, un petit peu de la psychologie, ça doit être vraiment passionnant. Mais du coup, je travaille pas du tout comme ça, je travaille vraiment avec ta peur, et c'est ok que t'aies peur, et t'as le droit d'avoir peur, et on va l'accueillir, cette peur, on va l'accompagner. Et c'est vraiment que toutes les filles qui ont peur, elles puissent se sentir en sécurité avec moi pour déposer ces peurs et pas qu'elles sentent jugées. Parce que des fois, en plus, tu peux avoir peur, la peur peut ne pas être fondée et en plus de ça, tu peux ne pas avoir envie de la dire parce que tu as peur d'être jugée. Donc du coup, cette peur, elle reste là et grossit puis on n'ose pas la déposer. Donc c'est vraiment accueillir cette peur-là, lui dire que c'est ok qu'elle soit là,
elle a sa place. Et des fois, c'est fou comme des fois juste déposer une peur, ça suffit en fait. Ça suffit en tout cas, à la diminuer, pas toujours la faire partie, mais à la diminuer et dire en fait c'est ok. Là, j'ai le droit d'avoir peur. Et je me sens bien quand je le dis. Je trouve ça beau en fait de pouvoir accueillir les femmes là où elles en sont, même les hommes, hein, même les papas. Les papas aussi qui ont peur du rôle qu'ils vont avoir. Ils ont beaucoup d'injonctions aussi à porter sur leurs épaules. Et du coup, je trouve ça beau. Et c'est trop juste ce que tu dis quand tu dis que, enfin, t'as pas le profil de médecine. Effectivement, moi, j'ai dû m'en détacher parce que, à force de beaucoup lire, tu lis sur des peurs, tu commences à catégoriser beaucoup les personnes parce que on est un petit peu, enfin, finalement, on nous apprend à être dans une anamnèse quand on est formé en tant que professionnel de santé. Et je trouve que le fait d'avoir été malade, maman, tout ça, j'ai dû quitter tout ça, tu vois, et me dire, mais qu'est-ce que, en fait, ça signifie pour moi la peur et comment est-ce que je peux l'écouter et l'accueillir par rapport à la personne que j'ai en face de moi, tu vois, et pas être donc c'est assez juste. Il y a vraiment à quitter un profil et à être dans ce que la personne et à accueillir, comme tu disais, de laisser l'espace. Est-ce que quand tu as déjà, toi, par exemple, quand tu accompagnes les personnes, remarqué des zones du corps qui sont imprégnées quand elles te parlent de cette sensation de peur? Est-ce que tu as déjà, comme tu as déjà massé plein de femmes, accompagné plein de femmes, tu fais l'hypnonaissance, est-ce que tu pourrais, dans le corps, parce qu'on évoque justement la peur comme que c'est une émotion, donc elle va s'imprégner dans nos pensées, dans notre corps, dans nos sensations, dans le discours qu'on va avoir. Est-ce que toi, tu as enfin, comment tu le sens? Comment tu vois ça, les femmes que tu accompagnes? Alors, moi, je vais voir ça, mais je vais pas pouvoir le situer, sincèrement. Je vais pas inventer une zone. Je vais pas pouvoir le Oui, situer, non, mais je ouais. vais ou quand je vais proposer quand je vais proposer un massage, donc j'aime beaucoup accompagner les femmes comme ça, où vraiment je vais les inviter à un petit peu délaisser le néocortex, en tout cas en fin de séance, une fois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été posées, pour voilà, on va intégrer ce qui a été dit, toutes les informations, toutes les émotions, et on va, à travers la relaxation ou à travers le massage, revenir justement dans son corps. Et je vois, des fois, c'est extrêmement difficile pour certaines femmes, sans jugement, hein. Si vous êtes là, mes petites patientes Oh, d'amour, enfin, oui. Non, il n'y a pas, c'est pas le but, ça. C'est justement de laisser un petit peu la réflexion se poser. oui. Et je vois à quel point des fois ça peut être dur pour certaines justement de revenir dans ce corps et de délaisser un peu le néocortex. Et du coup, j'essaie vraiment d'accompagner mes clientes en disant cet état-là, quand il y en a plein qui vont très très facilement, cet état-là, juste quand tu quittes ton néocortex et tu reviens dans ton corps, c'est ça qu'on va aller toucher du doigt pour la naissance, pour justement tout la juste être en fait et revenir dans son corps. Donc j'ai pas de zone précise, mais je le vois vraiment dans le sens où des fois il y a une impossibilité à revenir et le néocortex il continue de Ah, génial. Et mais bon, donc, c'est plus en fait dans. Oui, vas-y. ouais, pardon. J'espère que ça va pas gêner parce que je suis sur le livre. Désolée. Alors, est-ce que si je le mets de travers, vous allez me voir de travers? Si je le mets comme Oui, tu es de travers, du coup. ça. Alors, je vais essayer de caler mon portable. Écoute, pardon, je trouve une solution en attendant. Voilà, vous me voyez plus trop comme ça, non? Je me mets comme ça va? Là, Correct? ok. Donc, on va essayer si ça te va, de voir un petit peu dans les différentes phases de la grossesse et puis du postpartum, la naissance aussi, puisque tu accompagnes les mamans comme tu es doula, que tu nous racontes un petit peu, par exemple, une maman qui t'a peut-être touchée par ces notions de peur que tu as eues dès le début de grossesse, qui a accouché et que tu as eu en postpartum. Est-ce que tu aurais un exemple justement d'une maman comme ça à nous partager? Puis à transcender sa peur? Oui, exactement. Alors, une maman qui a transcendé sa peur. Alors, moi, c'est pas une vérité du tout, mais dans ma façon d'accompagner, ça passe quand même par l'information. On va un petit peu aller déconstruire toutes les idées reçues et on va redonner de l'information. On va donner beaucoup de confiance. Donc, vraiment, il y a cette idée dont on parlait toutes les deux, d'accueillir la peur, de dire que c'est OK, tu as le droit d'avoir peur et tu peux les poser.
Et après, il y a aussi un petit peu tout ce travail de réinformer. Comment marche vraiment le corps? Comment marche la physiologie? Comment on va faire pour se détendre? Je vois une question, Sophie qui demande comment réussir à quitter son néocortex. Donc justement, je répondrai après. On va justement Ouais. aller, voilà, travailler pendant, plusieurs séances. Euh, et ouais, pour moi, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'accueil et après par l'information. Cette idée vraiment de déconstruire les idées reçues. En hypnonaissance, j'aime beaucoup parce qu'on voit, notamment par rapport à la peur d'enfanter, on voit beaucoup de pourquoi la femme elle a mal, d'où ça vient, la peur de la douleur. On voit aussi, j'adore ce module, c'est vraiment passionnant, tout l'historique de la femme. Donc c'est vraiment, en gros, à 3000 ans avant Jésus-Christ, on voit toutes les conditions. Là, ça vraiment, il y a eu un travail de recherche phénoménal qui a été fait. Et comment on en est arrivé aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui la femme a mal. Ça, c'est fascinant. Et des fois, le fait d'être informé et de se réinformer sur tout ce qu'on a toujours cru, eh ben, ça aide vraiment à lâcher ces Ouais. peurs-là. Et en postpartum, ça va être pareil à travers l'information. Moi, je trouve ça quand même précieux, d'une certaine façon, de pas trop être informé, de pas trop vouloir tout savoir. Ouais. Parce que ça va aussi permettre de lâcher le néocortex, comme je disais, mais aussi en même temps d'être quand même un peu suffisamment informé pour se dire, aussi pour pas, comment dire, je trouve qu'être informé, par exemple, pour le postpartum, c'est aussi ne pas se mettre trop de pression et se dire qu'en Oui. fait, tout ce qu'on va faire, c'est OK. En tant que doula, je parle beaucoup du corps, tu sais, tu dois le voir avec les mamans aussi que tu accompagnes, le sentiment du ventre vide, Oui, le corps qui... exactement. Ouais. Je parle beaucoup de la sexualité avec des clients que j'accompagne. Je les invite vraiment à préparer leur postpartum pour se faciliter la vie. Et je trouve que c'est tous ces petits trucs qui vont faire qu'il y aura moins de peur et aussi que ça va aussi enlever une forme de pression à vouloir être déjà un parent parfait, en fait. Donc, en Parfait. fait, ouais, qu'il va avoir une chute d'hormones et que c'est OK, et que c'est OK des fois de pas tomber toujours en amour avec son bébé dès le premier regard. Ah oui, ça c'est c'est vrai que c'est des idées. On a peur, comme tu disais, d'exprimer un sentiment qui n'est pas qu'on trouve pas normal parce que la société où les gens nous disent qu'il faut ressentir ça et qu'on a lu ça. Et pour les lectures, oui, tu as raison. Moi, souvent au dernier mois, je conseille aux mamans de ne plus rien lire parce que justement, il y a à se reconnecter à soi, à sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, tu vois. Il y a la thermographie, en fait, c'est une analyse justement des zones du corps qui sont interpellées par la douleur, par la peur. Donc, ils passent justement une radio et on voit. En fait, l'émotion de la peur, par exemple, elle va rayonner au niveau du chakra cœur. Donc, c'est toute cette OK. zone quand on a peur qui va être rouge écarlate. Donc, tu vois. Et, et je pense que, comme tu dis, vraiment de déconstruire et de laisser le néocortex basculer. Et enfin, moi, je vais beaucoup utiliser justement des méditations autour de ce chakra du cœur pour aller lâcher parce que c'est une zone où voilà, après on se ferme, on sait plus trop comment faire, comment réagir. Et les femmes qui viennent te voir dans leur démarche, est-ce qu'elles arrivent justement, comment elles arrivent à toi? Et parce qu'elles ont, forcément, quand on vient chercher une doula, c'est qu'on se dit qu'on a quelque chose à aller apaiser. C'est un accompagnement particulier, tu vois. Tu parlais là de l'hypnonaissance aussi, c'est des profils. Je pense que c'est pas toutes les femmes qui déjà savent que ça existe et qui vont s'autoriser à le faire, quoi. Et bien justement, ça me fait écho ce que tu dis parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans qui viennent vers moi suite à un premier accouchement traumatique. Et justement, il y a un peu malheureusement souvent une infantilisation pour un premier enfantement, se sentir un peu dépossédé de leur accouchement et se dire mais c'est pas normal, c'est pas ce que j'ai lu dans les livres, ça devait pas se passer comme ça. Je vais me renseigner et là souvent elles tombent sur le mot doula et il y a beaucoup ce truc de oh, mais si j'avais su. Si Ouais. j'avais su, j'y serais allée encore beaucoup. Et je vois beaucoup ça. Alors, pas toutes, parce que j'ai aussi des primipares. Beaucoup de primipares de plus en plus. Mais j'ai beaucoup Ah, quand même à les déconstruire, à les déconstruire le premier accouchement traumatique, en fait, et la peur de revivre ça. Et il y en a beaucoup qui viennent à moi de cette façon-là, en fait. Et je crois que pour mes consoeurs, c'est pareil. Il y a ouais. vraiment, ouais. Oh là là.
Si, c'est clair, si elles avaient su, quoi. Oh là là. Ouais, bah oui. C'est même là, moi, en tant que sage-femme, je vois bien qu'il y a des manquements parce qu'on peut pas tout faire. Tu vois, il y a souvent eu cette scission entre sage-femme et doula, mais au final, on peut pas nous tout être présente partout, comme déjà aussi une doula ne peut pas tout faire. Enfin, c'est pas et je pense que l'accompagnement des femmes, les primipares, oui, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et quand tu parles de ça, ça me fait penser aux statistiques. Souvent, ils disent que, enfin, les dernières statistiques disent qu'en fait, entre 20 et 25% des couples se séparent un an après la naissance. C'est pour dire combien c'est, même si c'est beau, il y a quelque chose d'assez fort dans l'émotion. C'est assez violent la naissance qu'on peut vivre, enfin, ce qu'on peut vivre le après. Parce que finalement, quand il y a la grossesse, il y a tout ce côté-là qui on est bébé en sécurité et quand on accouche, tu parlais de ce vide, il y a un profond vide qui va s'installer et qui va créer d'autres formes de peur. Enfin, tu parlais du parent parfait, mais c'est aussi de se dire, mais est-ce que finalement, en tant que femme, mes peurs qui sont en train de ressortir ou tout ce que mes défauts, comment est-ce que je vais m'en sortir de ça, quoi. Donc toi, tu vas accompagner les femmes, tu vas les accoucher, tu les suis pendant combien de temps après dans le postpartum? Est-ce que tu as Alors une... moi, j'ai toutes sortes de profils. J'ai vraiment des mamans qui vont faire le choix de m'appeler que pour le prénatal parce que au final, il y a encore beaucoup cette idée que le postpartum, je sais pas si tu l'observes aussi, tu me diras, mais moi Ouais. j'observe beaucoup que même chez les femmes que j'accompagne, vu qu'elles sont énormément accompagnées médicalement pendant la grossesse, elles vont m'appeler pendant la grossesse. Éventuellement le jour J et encore, c'est pas encore quelque chose qui est très courant contrairement à l'Amérique par exemple. Mm. Les doulas, c'est pas les accouchements qu'elles font le plus. En tout cas, moi, c'est pas ma pratique. Et après, le postpartum, encore moins. Mais du coup, souvent, quand j'ai déjà accompagné en prénatal, ça arrive que j'en ai plusieurs qui m'appellent. Ah, tu peux venir pour le postpartum. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui font le choix de m'appeler pendant la naissance pour se préparer au jour J. Parce que c'est aussi cette idée-là que après, tu sais, c'est comme si, je sais pas si tu l'observes, mais c'est comme si avec tous ces rendez-vous médicaux, ça fait vraiment cette idée que voilà, il faut se préparer pour le jour J comme si c'était une fin en soi, alors qu'en fait, c'est qu'un début, c'est un sacré début. C'est clair. Ouais, on est d'accord. Tout à fait. Et ouais. Mais du coup, les profils types, ça va vraiment dépendre de chaque femme. Et puis souvent, on va me rappeler quand même en postpartum ou moi, de moi-même, j'offre une séance gratuite. Voilà, j'aime beaucoup aller voir Ah ouais. mes petites filles, leur dire qu'elles font bien, les valider dans leurs compétences, déposer aussi l'accouchement, qu'il soit bien passé ou pas bien passé, mais même si c'est bien passé, juste de pouvoir se le remémorer, le déposer. Et voilà, donc j'ai pas de mais je dois avouer que j'ai un vrai coup de cœur pour travailler en postnatal. J'ai vraiment un vrai coup de cœur en tant que doula, j'adore ça parce que je trouve que c'est trop précieux en fait. Et je pense que quand on est accompagné en postnatal, on peut éviter tellement, tellement, tellement de désagréments par la suite. Vraiment. Mm. Et on peut vraiment, tu vois, j'aime beaucoup ça, valider les compétences des parents, les valider dans leur peur. Des fois, il y a des parents qui vont me dire, mais juste là, j'en peux plus en fait. J'ai juste envie de prendre mon enfant et de le jeter par la fenêtre parce que je suis épuisée. Et tu vois, je trouve ça hyper, hyper précieux qu'il y ait une oreille qui puisse ne pas juger, ne pas leur dire, mais ça va pas, t'es complètement folle. Je trouve ça hyper précieux de dire, mais en fait, c'est OK. Là, t'es épuisé et c'est OK. En fait, bien sûr, s'il passe à la classe, c'est encore un autre stade et là, ça sera plus du tout OK. Oui. Non, non, mais c'est Mais sûr. Mais, pardon, je sors mais un peu du. Oui, je t'écoute. non, 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 c'est très bien. Tu as bien fait de parler justement de ce côté où laisser la place à l'expression. Parce que quand Oui. on parle de peur, c'est une menace, c'est une émotion qui nous donne l'impression on est une menace même envers nous. Quand on est épuisé, ben, on sent que ça va pas. Enfin, c'est une forme de peur. Et souvent, moi, j'utilise, quand j'ai des parents qui arrivent pas à s'exprimer, qu'ils savent pas ce qui se passe en l'intérieur d'eux, ils sont pleins comme ça, avec plein d'émotions, la colère, la douleur, enfin ils savent pas. J'utilise souvent une roue et en fait des émotions et grâce à ça on peut justement aller repositionner à quel niveau on est pour éviter justement des états d'épuisement, comme tu dis, qui vont nous faire donner l'impression et la peur qu'on va pas s'en sortir, qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas compétent. Et la validation des compétences, oui, c'est super important. Des fois, juste de dire à une maman que ce qu'elle fait est bien, c'est déjà, c'est hyper précieux. Et, Ouais. et on fait pas, tu vois, nous,
Là maintenant, les sages-femmes, on peut passer à domicile. Les mamans, souvent, elles savent pas qu'elles ont droit à 12 jours et que c'est pris en charge, qu'elles n'ont pas à rembourser. Mais il y a vraiment ce côté, pendant 9 mois, j'ai eu mes rendez-vous, mes échographies, tout ça, mon suivi médical. Et d'un coup, ça s'arrête. Et je pense que du coup, les femmes se disent, bon, ça s'est arrêté, ça veut dire que je n'ai plus droit de continuer quelque chose. J'ai pu, voilà, enfin, je sais pas si c'est un jugement ou une culpabilité, mais c'est comme si cette demande de continuer l'accompagnement, en fait, comme c'est coupé, bah, elle l'arrête aussi certaines. Enfin, de plus en plus, les femmes commencent à avoir recours à tout ce qui est massage, parce qu'un massage dans le postpartum, mais ça apporte énormément, on se reconnecte à son corps. Enfin, je pense que toi, c'est dans les choses que tu proposes, du coup, tu dois bien voir ça aussi. Et pour parler de la naissance, est-ce que tu as, par exemple, même si tu as même une histoire, tu vois, d'une maman qui t'a touchée, pour nous raconter comment tu as justement cheminé avec elle, comment est-ce que vous avez toutes les deux emboîté, comment est-ce que tes outils sont venus s'emboîter pour l'accompagner, pour qu'elle accouche, parce que tu accompagnes les mamans, est-ce que tu vas à la maternité aussi ou tu es juste pour les accouchements à domicile, comment est-ce que tu travailles en fait autour d'une histoire, si tu as une histoire qui te vient, c'est aussi parfait, c'est bienvenu. Bon. Alors, j'ai plusieurs choses à te partager, enfin à vous partager. Comment je travaille? Du coup, je fais et du domicile et de la maternité. Je fais les deux en fonction du couple, encore une fois, et du personnel soignant sur place le jour J et de la maternité. Il y a des maternités, c'est pas ok pour qu'il y ait des doulas. Donc, voilà, c'est le chemin à faire en tant que doula de réussir à ce que les femmes puissent enfanter avec les personnes qui les accompagnent de leur choix. Mais c'est encore un autre sujet. Mais voilà, euh, donc voilà, je fais les deux. Moi, je trouve que je fais une mini aparté si jamais il y a des mamans qui sont là. Il y a beaucoup cette idée reçue que la doula est vraiment là pour les accouchements physiologiques, souvent à la maison. Moi, je trouve qu'une doula en maternité, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Parce que dans ma définition, je sais pas si toi, tu es sage-femme hospitalière? Je fais les deux. Je suis hospitalière pour sage-femme et la médecine alternative, je la fais en libéral. Mais pour sage-femme, oui, je suis à l'hôpital. Ok. Bah, du coup, c'est peut-être quelque chose que tu vois, mais je pense qu'il y a beaucoup cette idée reçue à l'hôpital que la sage-femme va pouvoir être près du couple tout au long, en fait, tout au long donc ils vont être là. Mais en fait, moi, ce que j'observe et ce que j'ai vu, c'est que dans votre réalité à vous, c'est pas possible parce que vous avez pas le temps, en fait. Quand il y a 4 enfantements le même jour, au même moment, c'est juste pas possible. Et du coup, je trouve qu'une doula à la maternité, c'est vraiment précieux parce que ça va venir tenir cet espace-là, en fait, que en équipe, bien évidemment, avec des sages-femmes et avec des enfants, bien évidemment, enfin, c'est vraiment maman, sage-femme, papa, doula, quoi. Il y a vraiment ou deuxième maman ou pas de maman, maman solo. Voilà, pour tous les cas de figure. Mais du coup, ouais, je faisais cette mini aparté parce que je trouve ça précieux, en fait, les doulas à la maternité et même pour les doulas pour des césariennes programmées, en fait. On n'est pas que sur l'accouchement pro-physio, en fait, vraiment. D'accord. Voilà, Et donc là, tu vas prendre une maman, tu l'accompagnes, elles viennent plutôt fin de grossesse, début de grossesse, et donc tu nous as expliqué un petit peu comment tu déconstruisais les peurs, mais comment ça se passe si elles accouchent, puisque tu as deux populations, tu as la maternité et tu as celle à la maison. Donc là, elles vont t'appeler, elles ont leur contraction qui arrive. Forcément, comment ça s'emboîte justement cette notion enfin, ça y est, on est sur le feu de l'action. On est en train d'accoucher. Comment est-ce que tu travailles justement là pour transcender les peurs, pour les accompagner dans ça, le couple, la femme? Alors, si c'est vraiment, on parle de vraiment la naissance le jour J, bah du coup, alors si c'est à domicile, souvent les parents appellent la sage-femme se met en route, après elles appellent la doula, je me mets en route. En France, tu sais, je sais pas si tu connais la législation des doulas, mais c'est très 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 cadré. Donc voilà, il y a vraiment tout ça. Et si c'est à la maternité, ben, elles m'appellent, elles se mettent en route, et puis moi de mon côté, je me mets en route et on se rejoint à la maternité. Et en fait, je pense que peut-être tu vas me dire toi comment toi tu le vis, mais il y a plusieurs phases en plus déjà dans la naissance, donc en fonction de la phase ça va être plus ou moins intense. Mais des fois il suffit juste d'être présent en fait. En fait moi c'est vraiment ça que j'observe dans mon métier de doula, c'est que le jour J il n'y a pas toujours grand-chose à faire. C'est juste je suis là et tu es capable et dans ce que je suis, dans ce que je vibre au plus profond de moi, mais vraiment au plus profond de moi, j'ai confiance en toi.
Et du coup, juste le fait que j'ai une confiance infinie en elle, en son corps, en ses capacités, c'est quelque chose qui, moi, dans mes croyances à moi, lui est indéniablement transmis. Et des fois, tu vois, il y a pas, je sais pas si ça te parle, dis-moi si ça te parle. Si, ça va. C'est touchant comment tu as dit ça. J'ai une telle confiance en elle qu'elle peut le faire. C'est extraordinaire. Mais ouais, Mais du coup, vas-y, continue, t'étais à fond. j'ai pas de, ouais, en temps de doula, en fait, le jour J, on fait pas grand-chose, vraiment, vraiment. Alors, j'ai plein d'outils, je vais en parler après avec toi, mais il y a vraiment, c'est juste cette notion de présence, en fait. Je suis là, tu vas y arriver et j'ai confiance. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui fait la différence de dans quel état intérieur je suis et quelle confiance j'accorde à ma cliente. Il y a vraiment ça. Et je pense qu'un professionnel de santé ou une doula ou un papa qui n'a pas confiance ou qui a peur lui-même, parce que les papas aussi ont peur, la péridurale du conjoint, Ouais. ça existe trop souvent, on en parlera après aussi de la péridurale du conjoint, ça peut avoir une incidence sur les capacités de la femme à mettre leur bébé au monde. Et c'est dommage. C'est dommage. Et par rapport, du coup, pardon, je me suis un peu égarée, j'espère pas trop quand même. Et après, on va avoir plusieurs outils, tu vois, par exemple, quand la maman va arriver dans la phase de désespérance. Alors, la phase de désespérance, pour celles qui sont là, tu te connais, non? Je pense qu'on a entendu parler, Nina. Oui, je t'écoute. Mais vas-y, parle, parce qu'après, je veux plus te couper, parce que c'est très bien. T'inquiète pas. Donc, les femmes qui rentrent dans la Ne phase de... cherche pas à valider, fais ton truc. Cherche pas à... Quand voilà, je rebondis, il n'y a absolument pas de souci. Donc, vas-y, fais ton... Plonge dans... C'était l'objectif, que tu plonges vers enfin, une histoire d'une maman, que tu nous racontes, et c'est super. C'est très bien. Et c'est, du coup, comme je partageais, il y a plusieurs phases dans la naissance et la phase de désespérance, ça va être vraiment la phase où la maman, souvent, ça va être juste avant la dilatation complète et elle va bientôt expulser son bébé. Et peut-être que certaines femmes qui sont ici l'ont vécu, c'est ce moment où on dit, j'en peux plus, j'arrête tout, je vais mourir, donnez-moi la péridurale, la césarienne, j'arrête. Des femmes qui ont eu des projets très physio, c'est vraiment le moment où juste elles lâchent, elles en peuvent plus. Et accompagner ça, c'est juste des fois, et tu accouches là, t'es en train d'accoucher ton bébé, regarde comme tu le fais merveilleusement bien, c'est le processus que tu vis, c'est normal, et oui, c'est pas simple, mais tu peux le faire, je crois en toi. Mais c'est fou, comme ces paroles-là, mais ça peut tellement, tellement, tellement redonner un coup de boost. En tout cas, moi, dans mon histoire, de ce que j'ai vécu avec ces femmes-là, en fait, je trouve que vraiment transcender la peur avec quelqu'un qui est à côté de toi, qui a une confiance ultime en toi, mais des fois, mais c'est magnifique de voir comment après les femmes elles vont plus profond d'elles-mêmes chercher leurs ressources et je trouve ça tellement beau. Et tout le rôle de la doula ou de la sage-femme, je trouve qu'il est aussi là pendant cette phase de désespérance là alors j'ai lu ça récemment, ça m'a beaucoup touchée de pas rentrer dans le rôle de la sauveuse quand la femme rentre dans cette phase-là de désespérance et de la laisser transcender ce qu'elle a à transcender. Je veux pas prendre des mots trop holistiques ou perchés, mais voilà, cette phase-là, d'aller chercher ses ressources au plus profond d'elle-même et de pas arriver justement en voulant tout de suite trop la sauver ou voilà le papa qui sait plus quoi faire, qui est démuni, qui veut juste accompagner et aider au mieux sa femme et bip bip bip, vous pouvez pas faire quelque chose, s'il vous plaît, faites quelque chose et en soi c'est pas mal, mais c'est le papa lui-même il comprend pas le processus peut-être et voilà, je trouve que des fois, avec juste, avec cette présence de confiance et des mots, t'es en train d'enfanter ton bébé là. Mais tu Mais vois ça, ce que tu es en train de, ce que tu es en train de dire, je me dis que à la femme, je donne toute la confiance, je crois en elle, mais ça nécessite que toi-même, tu aies déjà une telle confiance en toi, parce que, tu vois, nous, par exemple, on nous a beaucoup appris tout ce qui était pathos, il faut vérifier que le rythme, ça va, il faut vérifier que l'engagement se fait bien. Donc, je pense que réussir à dire à quelqu'un, mais j'ai toute confiance en toi, tu peux y arriver. Et enfin, c'est quand même un cheminement aussi personnel qui a à être fait. Je ne sais pas si toi, par exemple, tes peurs pendant le début, quand tu avais commencé ton travail, si tu avais eu des peurs qui étaient venues colorer justement la réceptivité par rapport à l'autre, quoi, tu vois.
Alors, moi, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette confiance-là vraiment extrême, c'est aussi, alors je suis absolument pas du tout sage-femme, mais j'ai aucune connaissance en obstétrique ou quoi, mais vraiment aucune, puis jamais de la vie je ferai de diagnostic. Mais c'est que je connais beaucoup mieux aujourd'hui la physiologie. Je connais quand même les urgences obstétricales. Je sais quand est-ce qu'il peut, je fais pas de diagnostic comme je dis, mais je peux savoir quand est-ce que là il se passe un truc et que c'est pas normal. Et du coup, ça m'aide aussi à avoir cette confiance-là. C'est que j'arrive à, donc comme je disais, à la femme, je dirais jamais rien, mais moi, j'arrive à savoir si là, il y a un truc qui est pas normal du tout. Et à ce moment-là, quand t'es à la maternité, c'est génial parce que, on va quand même appeler les sages-femmes, hein. Et voilà, c'est cette confiance-là et cette connaissance-là de la physiologie du corps, de la femme qui enfante, de ses stades aussi. C'est vraiment cette notion-là Ouais. de stade d'enfantement parce qu'elle passe par plein de stades différents qui m'aident à avoir cette confiance parce que des fois, en effet, il y a de la pathologie et à ce moment-là, bah, Ouais. t'as beau avoir il y a de la pathologie, il y a de la pathologie, quoi. C'est encore c'est encore autre chose. Et là, c'est beau qu'il y ait la médecine pour ça. Je trouve ça magnifique. Cette Mm. complémentarité, c'est magnifique. Et dans les phases justement dont tu parles, est-ce que tu peux résumer en quelques mots comment toi tu te situes dans les phases, comment toi tu les as compris et comment tu les abordes avec les mamans, tu vois, parce que des fois ça peut stagner justement. Là, tu nous parlais d'une maman, tu vois, ça peut stagner. On a une femme, bah, elle est toujours, ça fait 72 heures qu'elle a des contractions, ça n'avance pas, elle est toujours à 3 centimètres. Et je pense que de revenir sur les phases, comme tu disais, avec toi, ta compréhension et ce que tu apportes, ça peut être intéressant pour celles qui ont peur et qui nous écoutent là. Alors, justement, quand ça stagne, par exemple, en effet, quand ça stagne à 3 centimètres, souvent il y a des peurs, la peur d'y aller, la peur de lâcher, pas toujours, hein, je peux pas faire de généralité, c'est bien Oui. trop vaste. Mais bon, souvent ça arrive, donc soit je suis présente et à ce moment-là, je peux proposer un massage. J'ai des hypnoses spéciales, justement pour relâcher les peurs. Donc ça, c'est avec hypnonaissance. C'est pas du tout ma pratique de doula. Si jamais il y a des doulas dans le Oui, coin, c'est d'accord. vraiment avec hypnonaissance. Ou alors, si ça stagne et que je suis pas là, le papa aussi a reçu ça pendant nos cours d'hypnonaissance. Oui, Donc des fois, il va génial. vraiment, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est réussir à se remettre dans son corps, un peu lâcher le néocortex, revenir dans son corps, accueillir ce qui est, accueillir l'intensité de ce qu'on vit ou pas. Des fois, c'est pas intense, hein. Il y a des enfants qui se passent où il y a des serrements, des pincements, mais il n'y a pas de douleur extrême ou quoi. Et vraiment, en fonction des phases de où c'en est, il y a vraiment cette idée, ouais, de revenir dans le corps, à travers de l'hypnose, relâcher les peurs, toujours à travers de l'auto-hypnose. C'est pas des, des fois, on peut avoir un peu peur de l'hypnose parce qu'on connaît beaucoup l'hypnose de spectacle, mais l'hypnose, pour moi, c'est très, en fait, une relaxation guidée, une méditation guidée. On revient dans le corps, on lâche un peu le néocortex. Et puis, des fois, ça va être, si moi, par exemple, je suis avec mes clientes, ça m'est déjà arrivé, une cliente que je connais très, très bien, que j'ai suivie. Tu vois, c'est aussi ça l'intérêt du suivi, où c'est toujours la même personne que j'ai suivie, que je sais ce qu'elle a vécu avant. Eh ben, je peux en déduire ce qui la bloque et je peux en parler de ta peur par rapport à telle chose, c'est comment pour toi là par rapport à ça. Et des fois, c'est juste elle qui peut me dire, mais là, je flippe par rapport à ça. Et oui, c'est ça. Et juste des fois, de pouvoir le déposer parce que je connais son histoire, parce que si je connaissais pas son histoire, j'aurais pas pu, ça aurait juste pas du tout été possible d'engager sur ce niveau-là. Et ben, ça suffit à ce que le travail redémarre. Et ça, je trouve que c'est tellement précieux. Je trouve ça me touche juste d'en Ouais, parler. non, mais c'est clair que on dit souvent que dans la douleur, il y a vraiment les trois phases. Il y a la phase d'attente, il y a la phase de combat, il y a la phase de récupération. Dans la phase d'attente, justement, toutes les hormones, toute notre façon de penser va se mettre dans une situation. On voit aussi ça pendant la grossesse, la fin de la grossesse, la femme, elle attend tellement l'accouchement. Et des fois, si on a trop attendu, justement, tout ce qui est catécholamine, toutes vraiment ces hormones vont venir modifier en fait comment notre corps va pouvoir se relâcher ou pas et quitter ce néocortex. Et on va avoir après la phase de combat, et souvent dans la phase de combat, durant les peurs, il est vraiment expliqué que c'est comme si tout le corps entier est anesthésié. Ça veut dire qu'on n'a plus mal, on n'a plus de douleur, on n'est plus là, et on agit en fait. Et ce qui fait que les gens vont peut-être soit fuir, capter l'énergie du corps pour fuir, ou alors être figé, parce que la peur, c'est aussi, bah, je fuis,
je me fige. Bah, alors, figé chez la femme, c'est que le col ne bouge plus rien n'avance, elle stagne. Et après, on va avoir la phase de récupération. Et dans cette phase, en fait, souvent, les douleurs reviennent. Donc, c'est pour ça que souvent, dans le postpartum, celles qui ont pu avoir des accouchements très, très intenses, elles vont pouvoir ressentir des grosses douleurs, par exemple, 2 jours, et après, ça va s'arrêter parce que c'est une phase où vraiment, la phase de récupération demande au corps de se reposer. Donc, toutes les douleurs refont surface pour obliger la femme à se reposer. Donc, ça peut durer 1 mois. Et je pense que c'est pour ça que parler de ces notions du mois d'or, de cette notion de se reposer, que l'accouchement est un marathon, c'est comparé, c'est quelque chose dans les douleurs. La douleur de l'accouchement, c'est une douleur assez intense, c'est l'une des plus intenses parce que ça fait intervenir tous les circuits, à la fois émotionnels, imaginaires de la femme, et à la fois de son histoire, et à la fois de tout ce qui est neuropathique, des imprégnations sensorielles. Donc, c'est une douleur assez intense qui demande du temps, quoi, de récupération. Et tu parlais de tes phases et quelles sont justement pour toi les phases que tu me disais, oui, il y a des phases. Comment est-ce que tu t'imprègnes de ces phases-là pour accompagner les femmes Alors, les phases, c'est des phases très, très simples, mais que toi-même tu dois voir, qui moi juste m'aident un petit peu à situer le travail. Juste le fait que, par exemple, des fois, je vais être appelée très tôt et que la maman elle est toujours en capacité de parler. Tu vois, ça, c'est très palpable, en fait, et ça m'aide juste à situer est-ce que tu as appelé la maternité, est-ce que tu as appelé la sage-femme, ou est-ce que, enfin, je sais que c'est pas encore le moment, en fait, que ça peut Ouais, souvent parler, c'est que c'est pas le moment. ouais. Non, bah, si on parle, je suis d'accord avec toi. Je dis toujours ça, si vous parlez, c'est que ça tout de suite. Ouais. Souvent, à la maternité, vont leur proposer, prenez un space-fond ou allez dans un bon bain, puis vous nous rappelez après, vous verrez. Donc voilà, il y a vraiment repéré toutes ces phases-là. Après, tu sais aussi au niveau des sons, je pense que c'est quelque chose que tu peux voir de quel ton la maman a fait et ça te dit aussi dans quelle phase elle rentre, si c'est plus aigu ou Oui, c'est si ça. tu sens que c'est ben là, tu peux savoir dans son processus où est-ce qu'elle en est. C'est assez impressionnant, je trouve ça. Je la Ouais. trouve tellement belle avec genre son robe, là, genre. Je dis, bon. Et voilà, il y a aussi la phase de désespérance qui te donne encore une fois une autre idée. Donc, je parle de phases. Il y a Karine la sage-femme qui parle très bien de ces phases-là. Moi, je les utilise Oui. pas avec mes clients, donc je les utilise pour moi. Pour, voilà, c'est peut-être un peu abstrait si j'en parle là avec l'embarcation, le voile entre les mondes, c'est assez abstrait. Mais j'utilise beaucoup ces outils-là pour justement un petit peu repérer sans le nommer parce que vu que j'accompagne beaucoup avec l'hypnonaissance, je veux pas trop tout Oui. mélanger. Voilà. Donc je Ouais, le nomme c'est pas, mais ça me sert beaucoup pour mm. savoir, voilà, pour tu sais, après elle parle beaucoup aussi à la fin de la phase de quiétude, après la phase de tissage. Enfin, voilà, je me sers beaucoup de ces Oui. phases-là pour ça qui montre Mm. quand même la sage-femme, c'est très intéressant. Oui. Le vortex Ouais, de la tout à naissance, fait. Grace qui dit le vortex de la naissance, c'est vraiment ça, c'est un outil qui en tant que doula m'accompagne beaucoup pour bien comprendre les femmes que j'accompagne, tout ce qu'elles traversent, tout ce qu'elles vivent. J'aime beaucoup. Oui, et c'est vrai que déjà oui, les phases qu'elle donne sont super intéressantes et que la phase de latence, c'est aussi une phase qui peut aussi faire enfin, peur parce qu'on attend, on ne sait pas trop ce qui va se passer et on se dit mais enfin, plus rien ne bouge et on sent cette femme qui est comme entre deux zones, et qui est complètement immergée dans un autre monde quoi. Et les sons, comme tu dis, oui, c'est incroyable. Quand les sons commencent à changer, quand la femme respire autrement, ça guide énormément. Et on parle vraiment aussi de cette mobilisation énergétique, puisque quand on a peur, on va dans l'intensité comme ça, le corps va mobiliser tous les systèmes énergétiques. Donc, et l'énergie, on l'a dans le muscle, on a dans la voix, on va aller essayer de centraliser tout ça pour s'en sortir. Et d'où l'importance justement de beaucoup travailler en relaxation pour que tout le système parasympathique soit présent, parce que sans lui, le lâcher, il vient pas, on continue à tenir et on bascule pas dans ces phases en fait. C'est Ouais. vrai que c'est passionnant, quoi. Est-ce que vous avez des questions, s'il y a des mamans qui sont là, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça on peut commencer à répondre. J'ai essayé de faire défiler si... Hop. Coucou Émilie, j'avais pas vu ton message. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions particulières, si vous avez des peurs, des choses que vous voulez aborder.
Après, est-ce que toi, tu utilises justement tout ce qui est plantes, tu disais tout à l'heure, mais enfin, enfin, je pense que si, mais je pose quand même la question. Est-ce que Non, tout ce pas qui du est tout. plantes et tout, tu n'utilises pas les plantes? En fait, en tant que doula, on n'a pas le droit. Au niveau de la législation, on a D'accord. vraiment, on n'a pas du tout le droit d'accompagner à travers les plantes. Pour ça, il faudrait que je sois en plus naturopathe. Et là, avec mon statut de naturopathe, j'aurais le droit. Mais en tant que doula, j'ai D'accord, je sais aucunement le droit. Ouais. C'est très, 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 très réglementé, le métier de doula. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, Même beaucoup avec les d'incompréhension. massages, elles n'utilisent pas enfin, les filles n'utilisent pas les. Je pensais que vous utilisiez quand même des huiles, des choses pour accompagner les femmes. Alors, en fait, le métier de doula, c'est vraiment en France, parce que tous les métiers ne le vivent pas de la même façon. Enfin, tous les pays, pardon, excuse-moi, je me suis trompée de mot. Mais Oui, en France, réglementé et c'est beaucoup un accompagnement à travers l'écoute. Il y a beaucoup, beaucoup d'écoute à travers l'information, à travers l'accompagnement émotionnel. Mais moi, vu que j'étais déjà masseuse avant, voilà, et que je suis aussi hypnonaissant, j'accompagne beaucoup mes clientes, comme tu dis, à travers, voilà, on revient dans le corps, on lâche un peu le néocortex. J'ai vu quelqu'un qui parlait du syndrome, tout à l'heure, tu parlais ça de peur, tension, douleur. Moi, je trouve ça fascinant. J'en parlerai aussi. Mais voilà, j'ai pas le droit d'accompagner à travers les plantes. J'ai le droit de conseiller des compléments alimentaires parce qu'on rentre dans le cadre de d'accord. l'alimentation. Mais j'ai pas le Ouais, droit de des choses qui rentrent dans le cadre de la phytothérapie. d'accord. C'est vrai. Ouais. C'est très, très, très Parce que je réglementé. sais que, enfin, j'en ai déjà discuté avec plusieurs. Elles vont faire des massages de ventre, des dessins, tout ça pour justement accompagner cette connexion, ramener quelque chose au poétique. Donc, je pensais que, enfin, tu faisais aussi ça, mais donc c'est encore aussi diversifié que sage-femme finalement dans Ouais, les vraiment. approches. Ouais. C'est très, très, très complémentaire, quoi. Et c'est pour ça que des fois, quand je lis qu'on pique le métier des sages-femmes, ça me rend un peu triste parce que c'est tellement cadré. Le métier de doula, il est tellement, tellement cadré qu'il y a pas de risque. Normalement, une doula qui respecte la charte légale, il n'y a aucun risque qu'on fasse de diagnostic, qu'on propose des choses qu'on n'a pas à proposer, en fait. C'est très, très cadré, Mm. vraiment. Et D'accord. malheureusement, comme tu me disais tout à l'heure, vous n'avez pas toujours le temps. Et les doulas, elles ont ce temps que malheureusement beaucoup de sages-femmes n'ont plus. Bon, pas toutes, bien sûr, Mm. mais c'est vraiment un accompagnement par le temps, vraiment. Je vais te lire que ça. C'est ma troisième grossesse. Mon premier accouchement s'est soldé par une césarienne. Le deuxième était physiologique, mais avec anesthésie générale dans les minutes qui ont suivi la délivrance pour cause d'hémorragie et de révision utérine. Je mise donc tout sur cette troisième naissance et espère de toutes mes forces un accouchement parfait, entre guillemets. J'ai donc choisi un accompagnement global avec une sage-femme et une doula. Nous l'appellerons Maurice. Tu n'as pas reconnu tellement il y a de choses dans le livre que tu n'as pas reconnu que je lisais ton livre. Enfin, je trouve ça assez touchant, son histoire, parce que on parlait des peurs, croyances, de notre histoire personnelle qui viennent influencer, qui viennent colorer. Et je parlais justement de cette notion que ce soit une doula, une sage-femme ou autre professionnel de santé, on a déjà nos peurs à nous qu'on transcende pour pouvoir accompagner, parce que quand on commence à faire ce type d'accompagnement global, la confiance, comme tu disais, de dire à quelqu'un, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, mais il faut déjà soi-même avoir travaillé sur ses peurs. Et je trouvais que le récit de Chloé, justement, qui met, enfin, ce genre de choses, en fait, ça met de la pression à la fois au couple, à la maman et à la doula. Tu vois, de dire, mais j'ai eu 2 accouchements comme ça, là, le troisième, faut qu'il soit parfait. Est-ce que, pour qu'on clôture là-dessus, toi, tu arrives justement à dire à ce genre de femme que y a autre chose qui peut se passer? Comment tu arrives à répondre à ce genre de femme, à Alors ce moi, en genre, pardon, effet, pas ce genre de femme, à ce genre de questionnement? de schéma. En fait, c'est une réalité, en effet, que certaines femmes pensent qu'en prenant une doula, elles vont être garantes de leur enfantement et que parce qu'elles ont une doula, ça va être parfait. Mais nous, notre rôle en tant que doula, on n'est pas du tout garant de leur enfantement. On est là pour les accompagner, pour les informer. Mais après, voilà, elles ont aussi leur chemin de vie. Des fois, il se passe ce qui se passe à la maternité, il se passe ce qui se passe à domicile. Et on est, on a aucune position ou posture sur ce qui peut se passer à la maternité, si ce n'est d'accompagner au mieux, de porter l'espace, d'être présent, d'insuffler cette confiance-là. Mais
on n'est jamais garant de ce qui va se passer le jour J, en fait. Et c'est pas notre rôle en tant que doula. Ce n'est pas du tout notre rôle. Et c'est vrai que dans plusieurs contextes, c'est quelque chose que je pose avec les femmes que j'accompagne pour pas qu'elles aient ces attentes-là sur moi, en fait, parce que je peux pas leur promettre. C'est pas parce qu'on a une doula qu'on peut promettre qu'on va avoir l'accouchement de nos rêves, en fait. Et pareil pour la sage-femme libérale, c'est pas parce qu'on prend une sage-femme libérale ou une sage-femme à domicile qu'on va promettre d'avoir l'enfant de nos rêves. Puis en plus, chaque femme a des critères différents. Donc pour une qui va avoir une sage-femme à domicile, ça va être parfait. Puis pour l'autre, exactement le même. Ça, on va déjà plus être dans la physiologie parce qu'il y a eu trop d'intrusions. Donc en plus, en fonction de chaque femme et de chaque cheminement, bah, ça va pas être la même chose. Mais voilà, moi, c'est quelque chose quand même que je suis pas du tout garante de ce qui va se passer le jour J. Et d'autant plus que je suis pas médecin ou sage-femme, donc d'autant plus. Ouais. Non, c'était assez touchant, enfin, son témoignage qui est justement dans ton livre, hein, de dire que la peur aussi peut naître justement on parlait de cette notion d'impression, on en parle beaucoup dans le yoga, même en travaillant sur tout ce qui est chakra, de dire qu'en fait les samskaras, voilà, elle est dans ses empreintes émotionnelles et comment est-ce que nous, on peut pas aller défaire tout ça. C'est son histoire et je trouvais cette histoire justement assez touchante. Est-ce que parce que ça va bientôt se couper, est-ce que tu as un conseil que tu donnerais justement à une femme qui souhaite avoir un accouchement qui lui ressemble? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui est enceinte là et qui est en train d'aller vers ce processus de naissance et de postpartum pour transcender ses peurs? Tu peux réfléchir, prends ton temps. Ouais, le premier truc qui me vient, vraiment le premier truc qui me vient, c'est que c'est bateau, mais c'est tellement, tellement, tellement réel. C'est que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour enfanter son bébé et le placenta qui vient avec. C'est vraiment, vraiment, enfin, c'est un des prémices de Karine la sage-femme, justement, un des 3 prémices. Et pour moi, c'est quelque chose qui tourne. En plus, tu sais, on est en train de faire un documentaire, donc on l'a interviewé, donc des fois, j'entends sa voix. Parce qu'on a vu des rochers, puis je l'ai vu, revu. Et des fois, j'entends sa voix parler comme ça. C'est super, ça me porte beaucoup. Et c'est vraiment, je le répète parce que je trouve ça hyper précieux, c'est vraiment que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour enfanter son bébé et le placenta qui vient avec, qu'on oublie trop souvent. J'ai envie de partager cette... récemment, j'ai partagé une délivrance de placenta tout en douceur sur mon Facebook. Bon, Facebook me l'a quand même censuré, hein. Mais il est quand même resté un petit peu, en fait, il y est, mais c'est juste que j'ai pas été distribuée par l'algorithme. Et j'ai eu énormément de commentaires de personnes qui disaient, mais je veux plus accoucher. C'est dégueulasse, c'est quoi. Mais je trouve ça, j'ai quand même souhaité la laisser parce que on enfante le placenta. La naissance ne s'arrête pas au bébé. Et ça, c'est vraiment aussi, encore une fois, c'est une idée aussi très sociétale que la femme a le bébé, puis le personnel médical, il accouche du placenta. Mais non, en fait, la femme, elle enfante son bébé, elle enfante son placenta. Et on a tout ce qu'il faut en nous pour enfanter le placenta, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais pas si c'est quelque chose que tu observes, toi aussi, dans ton... Mais c'est trop touchant ce que tu dis, tout à fait. Ouais. C'est assez touchant. C'est vrai, cette notion, on n'enfante pas que le placenta. On n'enfante pas que l'enfant, en fait. Il y a le placenta derrière, c'est vrai. C'est souvent nous qui allons, voilà, on s'occupe de ça, on piste ça, mais c'est vrai, c'est touchant. Est-ce que du coup, tu as un outil qu'en tant que doula, hypnonaissance, que tu ne pourrais pas t'en séparer? On t'appelle pour aller faire une naissance. Est-ce que tu as quelque chose que tu prends avec toi coûte que coûte? Alors, j'espère que ça va pas paraître trop. C'est l'écoute, franchement. Mon outil, genre, 10 000, quoi, mais vraiment. C'est ta baguette magique de sorcière du temps moderne, c'est ça? Vraiment. Je pense qu'on a tellement aujourd'hui, même pour le jour J, on est tellement dans une carence d'écoute. Il y a vraiment une vraie carence de se sentir réellement entendu, pas forcément compris, que ça serait ma baguette. Ouais. Génial. Bon, le live va se couper dans 20 secondes. Je te remercie énormément pour ce partage, tout ce que tu es, ta pétillance. Et merci beaucoup. Je te laisse dire au revoir pour les dernières secondes. Merci à tout le monde. C'était un super moment avec vous. Merci pour tout. Merci Nina pour ta confiance. Merci du fond du cœur. Merci Ophélie. À très bientôt. Bye.